Et si, au Burkina Faso, le véritable séisme n'était pas le dernier coup d'État, mais la résurgence d'un rêve de justice trahi depuis tant d'années, imaginez un instant, et si derrière chaque changement brutal de régime, derrière les cris et les espoirs soulevés par les foules, se cachait en réalité une force plus profonde, un rêve partagé depuis des générations? L'histoire d'Ibrahim Traoré intrigue, choque, inspire. Ce n'est pas seulement un jeune officier propulsé à la tête du pays. Il incarne bien plus, le cri d'une génération lasse de l'humiliation, avide de dignité, déterminée à reconquérir sa souveraineté. Une jeunesse qui puise sa force dans une mémoire de blessures jamais refermée. Pour comprendre le choc Traoré, il suffit d'écouter les conversations des jeunes burkinabés dans les rues de Ouagadougou ou de voir les débats passionnés sur les réseaux sociaux. Partout, la même question revient. Que voulons-nous vraiment ? Derrière cette interrogation, il y a le souvenir des promesses non tenues, des sacrifices des aînés et la volonté ardente de ne plus subir l'histoire. Ce n'est pas un hasard si, partout en Afrique, de jeunes voix s'y reconnaissent. Traoré leur renvoie le reflet de leur propre colère, de leurs espoirs brisés et de ce besoin urgent de reprendre la maîtrise de leur destin. À travers son visage, c'est une vague générationnelle qui monte, prête à briser la résignation et la dépendance. Prenons par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Mali, où des mouvements citoyens comme Y en a marre ou Balai citoyen ont émergé ces dernières années. Partout, la jeunesse africaine réclame la fin de la corruption, l'accès à l'éducation, la maîtrise des ressources et une place véritable dans la construction du futur. Les slogans changent, mais l'aspiration est la même, décider par soi-même. Pourtant, la montée de Traoré n'est pas un simple retour vers un passé idéalisé. Elle fait résonner l'héritage de Thomas Sankara, celui qui, il y a près de 40 années, proclamait que le peuple burkinabé n'était pas né pour plier, que la terre, les richesses et l'avenir devaient lui appartenir. Sankara est entré dans la légende, mais son rêve a été trahi dans le sang. Aujourd'hui, ce rêve renaît, mais il court encore le risque d'être détourné ou étouffé. Regardons l'histoire récente du continent. Chaque fois qu'un leader charismatique se lève, Kwame Nkrumah au Ghana, Patrice Lumumba au Congo ou Nelson Mandela en Afrique du Sud, l'espoir d'une renaissance nationale surgit, mais se heurte souvent à la dure réalité des intérêts extérieurs et des luttes internes. Sankara, lui aussi, a voulu rompre avec l'ordre ancien, mais son destin tragique rappelle la fragilité des rêves politiques. Ibrahim Traoré n'est donc ni un messie, ni un simple agitateur. Il révèle une crise beaucoup plus profonde, celle d'un peuple cherchant à se réinventer, à solder son passé, à imaginer un futur qui ne serait plus dicté de l'extérieur. Une société lasse des promesses trahies qui cherche dans l'action et les symboles une route vers la dignité retrouvée. Cette crise est visible dans tous les domaines. L'école burkinabé, autrefois un modèle de fierté, souffre aujourd'hui de classes surchargées, de grèves à répétition et d'un manque chronique de moyens. Le secteur de la santé, vital dans un pays marqué par les épidémies et la pauvreté, peine à soigner tous ses enfants. Pour beaucoup de familles, la question n'était même plus de savoir qui gouverne, mais comment survivre et à quel prix. Mais réduire tout cela à la seule figure de Traoré serait une erreur fatale, car oublier la portée de cette mobilisation, c'est risquer de répéter l'histoire, voir un nouveau héros sombrer dans les pièges du pouvoir ou laisser l'espoir se dissoudre dans la désillusion. L'enjeu est immense. Il s'agit pour l'Afrique de briser ses chaînes, de forger ses propres modèles, sans se perdre dans le culte du sauveur ou les manipulations extérieures. L'histoire de l'Égypte moderne, par exemple, est marquée par des figures comme Gamal Abdel Nasser, qui a voulu incarner la fierté arabe et la souveraineté. Mais sans institutions fortes ni relais collectifs, la dynamique s'est essoufflée, laissant place à d'autres formes de domination. L'Afrique doit apprendre de ces exemples pour éviter de voir ses rêves capturés par un homme ou une poignée de privilégiés. Alors, comment saisir cette révolte qui déborde largement le Burkina Faso ? Il faut revenir à la source de cette énergie, là où un jour le rêve s'est fissuré. Pour comprendre cette fracture, il faut remonter dans le temps, jusqu'aux promesses avortées et aux trahisons fondatrices, là où la quête de justice a croisé la violence et la désillusion. 37 ans après sa mort tragique, pourquoi la mémoire de Thomas Sankara continue-t-elle de planer sur la politique burkinabé ? Pour percer ce mystère, il faut suivre les méandres d'une histoire marquée par la conquête de soi-même, la trahison et la transmission d'un idéal révolutionnaire. Au commencement, il y avait la Haute Volta, une invention coloniale vidée de sens, dépourvue de véritable identité. Ce nom imposé par la France révélait une réalité douloureuse.
Les voltaïques n'avaient pas de racines reconnues, oscillant entre domination étrangère et crise existentielle. Le pays portait un lourd fardeau, celui d'une histoire qui ne lui appartenait pas. Pensez à la signification d'un nom. Appeler un pays Haute-Volta, c'est gommer l'histoire des peuples Mossi, Gurunsi, Bissa et tant d'autres. C'est imposer une étiquette administrative qui nie les identités multiples, les langues, les mythes fondateurs. Ce phénomène s'est répété ailleurs. Le Zaïre de Mobutu, devenu plus tard la République démocratique du Congo, ou la Rhodésie, devenue le Zimbabwe, sous l'impulsion de ses propres héros nationaux. En 1983, Thomas Sankara surgit comme un coup de tonnerre. Officier jeune et magnétique, il ne se contente pas de prendre le pouvoir par un coup d'État. Il offre à son peuple une révolution intérieure. Dès son arrivée, il rebaptise la Haute-Volta. Désormais, ce sera le Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Ce geste, loin d'être symbolique, proclame l'indépendance de l'esprit, la dignité retrouvée et l'entrée dans une ère nouvelle, où chaque Burkinabé relève la tête. Ce changement de nom, c'est plus qu'une formalité administrative. C'est une libération psychologique. Imaginez, du jour au lendemain, les enfants apprennent à l'école qu'ils sont des Burkinabés, héritiers d'une terre d'intégrité. Ce sentiment d'appartenance, de fierté nationale, irrigue tous les discours, les chansons, les projets collectifs. L'impact est immense. Pour la première fois, l'histoire du pays ne commence plus avec la colonisation, mais avec la volonté de son peuple. Sankara refuse l'ostentation. Il roule dans des voitures modestes, porte des vêtements sobres, rejette les privilèges et prêche l'autosuffisance. Il lance des campagnes de reboisement, milite pour l'émancipation des femmes, défend la santé et l'éducation pour tous. Pour lui, la vraie indépendance ne se négocie ni à Paris ni à Washington, mais se construit dans la terre, la solidarité et la fierté retrouvée. À l'époque, Sankara va jusqu'à vendre la flotte de Mercedes du gouvernement pour acheter des ambulances. Il interdit la polygamie dans l'administration, encourage les femmes à occuper des postes de responsabilité et lance des campagnes de vaccination massives. Sous son règne, des millions d'enfants sont immunisés contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole, un record pour l'Afrique de l'Ouest. Les campagnes de reforestation mobilisent des milliers de villages, chaque famille plantant ses propres arbres, symbole de la lutte contre la désertification. À l'école, les élèves apprennent à cultiver de petits jardins, à lire et à écrire en langue locale. Pourtant, ce rêve ne dure que 4 ans. En 1987, Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par Blaise Compaoré, son ancien compagnon d'armes. Ce meurtre n'est pas qu'un changement de régime, il laisse une plaie béante. La trahison d'un proche devient un traumatisme national. L'idéal d'intégrité s'effondre, l'espoir d'une Afrique souveraine est broyé par la peur et la réelle politique. Ce genre de trahison n'est pas unique. L'histoire de l'Afrique indépendante est semée de frères d'armes devenus adversaires, de compagnons de route soudainement ennemis. Patrice Lumumba, par exemple, fut assassiné avec la complicité de ses alliés d'hier, tout comme Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. La lutte pour l'émancipation est souvent détournée par les jeux d'intérêts personnels ou étrangers. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la trahison. Le mythe Sankara survit. Malgré la répression, malgré les années de silence imposé, l'esprit révolutionnaire se transmet de bouche à oreille, de famille en famille. Il devient la légende que les pères murmurent le soir à leurs enfants, la flamme qui anime étudiants, ouvriers et paysans. Pour la jeunesse, Sankara incarne le courage de dire non, le refus de plier, la possibilité d'un destin neuf. Chaque année, le 13 octobre, des milliers de Burkinabés se réunissent devant la statue de Sankara à Ouagadougou. Ils chantent des chansons à sa gloire, lisent ses discours et réaffirment leur engagement à poursuivre son combat. Dans les écoles, les enseignants racontent l'histoire de la Révolution d'août, transmettant aux enfants le goût de la justice et le sens de la responsabilité collective. Les jeunes rappeurs burkinabés, comme Smokey ou Samska Leja, citent Sankara dans leurs textes, faisant de lui un symbole vivant de résistance. Aujourd'hui, ce souffle ressurgit, porté par une génération qui refuse l'oubli. Oublier Sankara, c'est risquer de perdre la mémoire de la lutte, de répéter les erreurs d'hier et de se tromper d'ennemis. La mémoire vivante de la Révolution n'est pas qu'un rempart contre la manipulation, elle reste un phare dans la tourmente actuelle. Mais dans un pays en proie à la crise sécuritaire et politique, comment l'héritage sankariste refait-il surface ? Pour le comprendre, il faut plonger dans le présent. Le Burkina Faso vit sous tension, menacé par la violence, la peur et la désillusion. Pourtant, quelque chose de nouveau gronde dans les rues, dans les discours, dans les rêves de la jeunesse. La révolution se joue-t-elle vraiment dans les urnes ou dans la rue ?
C'est la question qui secoue l'Afrique de l'Ouest, du Sahel jusqu'à la forêt équatoriale. Ces dernières années, les coups d'État se succèdent. Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso. À chaque fois, une même lassitude. Le peuple déçu par l'incapacité de l'État, qu'il soit civil ou militaire, à protéger et nourrir, à écouter ses citoyens. Au Mali, par exemple, après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en 2020, une junte militaire a promis la sécurité et la transparence. Mais l'instabilité persiste, les groupes armés prolifèrent et la population attend toujours des résultats concrets. En Guinée également, la chute d'Alpha Condé n'a pas suffi à instaurer la confiance. Cette répétition des coups de force traduit surtout une colère profonde, un refus de la stagnation, mais pose aussi la question de l'alternative. Face à cet échec, les attentes changent. On ne réclame plus une simple alternance, mais une rupture franche, un rejet viscéral du néocolonialisme. La France, accusée de piller les ressources et d'imposer ses règles, devient la cible. Les slogans sur la souveraineté et la dignité inondent les réseaux sociaux, portés par une jeunesse qui refuse d'être sacrifiée encore une génération de plus. Regardez les manifestations devant les ambassades françaises à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey. Les pancartes proclament « Nos ressources, notre avenir, non au franc CFA, à bas la France-Afrique ». Un rejet qui rappelle les mouvements anticoloniaux des années 60, mais qui se traduit aujourd'hui par des hashtags, des vidéos virales et une mobilisation continue, bien au-delà des capitales. Mais la désillusion ne vise pas seulement les dirigeants. Elle ronge aussi la démocratie elle-même. Pendant des décennies, les élections étaient présentées comme la solution universelle. Pourtant, combien de fois a-t-on vu des scrutins sous contrôle, où l'opposition est muselée, où les bulletins arrivent de l'étranger, où le vainqueur est connu d'avance? La confiance dans les urnes s'effrite, et pour beaucoup, la seule alternative semble être la force, un choc brutal pour faire table rase. Prenons l'exemple du Gabon en 2023. Malgré des élections organisées, la population conteste massivement les résultats, dénonçant des fraudes massives et des manipulations. Dans de nombreux pays, des observateurs internationaux sont accusés de cautionner des processus biaisés, tandis que la société civile se mobilise pour réclamer des audits indépendants et des systèmes de contrôle plus transparents. Ibrahim Traoré cristallise ce nouvel espoir. Par sa jeunesse et son franc-parler, il incarne le rêve d'un leader proche du peuple, prêt à briser les chaînes. Il reprend les mots de Sankara, promet de réenchanter la politique. Jeunes, femmes, ruraux, tous y voient la preuve qu'un autre chemin existe. Mais cette ascension fulgurante porte un risque, transformer le changement radical en simple mode, un mythe viral qui se propage sur TikTok plus vite que la réalité ne progresse. Pour illustrer ce danger, rappelons le cas du printemps arabe, où des figures charismatiques comme Mohamed Bouazizi en Tunisie ou Wael Ghonim en Égypte ont d'abord été portés au nu, avant que le souffle initial ne se dissolve dans la répression ou le chaos. La ferveur d'un moment ne suffit pas à bâtir un futur solide, car se tromper de combat, confondre le symbole avec le système, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Remplacer les hommes ou les drapeaux ne suffit pas. Tant que les structures de pouvoir restent intactes, tant que la corruption et l'impunité dominent, le rêve s'effondre, l'espoir se fissure et le cycle de la désillusion recommence. Pour sortir de ce piège, il faut s'inspirer de modèles plus durables. L'île Maurice, par exemple, a su, en misant sur l'éducation, la pluralité politique et l'état de droit, bâtir une société où les institutions priment sur les individus. Le Rwanda, malgré ses défis, tente de structurer une administration efficace et de rendre des comptes à la population. La clé, c'est de passer du culte du chef à la culture de la responsabilité collective. Mais ce moment charnière soulève une question cruciale. Comment transformer l'élan populaire en véritable rupture, sans tomber dans les pièges du passé? La réponse se joue peut-être dans l'audace d'imaginer de nouveaux modèles, quand la rupture avec l'ancien maître attire à la fois de nouveaux alliés et de nouveaux périls. À peine Ibrahim Traoré a-t-il pris le pouvoir que la scène internationale s'embrase. L'Union africaine suspend le Burkina Faso, invoquant la défense des principes démocratiques et la lutte contre les putschs. Les réactions fusent. Certains dénoncent une application sélective, d'autres saluent la sauvegarde d'un ordre politique menacé. Pourtant, à Ouagadougou, l'atmosphère est électrique. Malgré la condamnation officielle, des milliers de jeunes investissent les rues pour acclamer la victoire du peuple. Drapés de rouge, vert et or, ils chantent la souveraineté retrouvée, persuadés que le destin national leur appartient à nouveau, comme à l'époque de Thomas Sankara. Mais l'euphorie a ses revers. Les relations avec la France, ex-partenaire central, se tendent main brutalement.
Paris est sommé de retirer ses bases militaires, la légitimité du franc CFA est remise en cause et les échanges diplomatiques virent à la défiance. Un climat d'intransigeance s'installe. Dans ce brouillard d'incertitude, de nouveaux axes se dessinent. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger scellent une alliance sahélienne inédite. Unis par leur rejet des tutelles étrangères, ils affichent une volonté commune d'autonomie et de solidarité face à la pression occidentale. Des sommets conjoints sont organisés, les discours s'harmonisent, la coopération militaire se renforce. Ce repositionnement ouvre la porte à d'autres partenaires. La Russie émerge, courtisée et accueillie comme une alliée stratégique. Pour une partie de la jeunesse africaine, Moscou incarne la promesse d'un soutien anticolonial, d'une coopération militaire redoutable et l'espoir de rompre le monopole occidental sur la sécurité régionale. Mais ce virage comporte de lourds risques. En s'éloignant des institutions traditionnelles, le Burkina Faso s'expose à l'isolement international, à la perte de financement et à la stigmatisation dans de multiples forums. La dépendance envers de nouveaux acteurs puissants, parfois opaques, crée des vulnérabilités inédites. Certains analystes redoutent une manipulation extérieure, l'instrumentalisation du ressentiment populaire, voire des tentatives d'élimination physique contre les nouveaux dirigeants. L'histoire rappelle que des alliances choisies dans la précipitation peuvent conduire à d'amères répétitions. À ce carrefour, la quête de souveraineté se confronte au labyrinthe géopolitique mondial. Les promesses d'émancipation pourraient bien se transformer en nouvelles chaînes si la vigilance collective faiblit. Pour Traoré et son peuple, chaque victoire politique ouvre une nouvelle bataille, où l'espoir côtoie le vertige de l'inconnu. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour défendre leurs rêves de dignité ? Le vrai changement, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce juste remplacer un dirigeant par un autre, ou bien bouleverser le quotidien de millions de femmes et d'hommes ? Au Burkina Faso, comme ailleurs sur le continent, la dignité nationale ne se décrète plus, elle se cultive. Désormais, la souveraineté doit se manifester dans les champs, dans les écoles, dans chaque décision sur nos ressources. Travailler nos propres terres, investir dans une éducation qui libère, exiger que l'or, le coton, l'uranium servent d'abord au peuple burkinabé. Voilà la révolution concrète. Prenons l'exemple du secteur agricole. Pendant des décennies, le Burkina Faso a exporté du coton brut, laissant la valeur ajoutée à l'étranger. En investissant dans des usines de filature et de tissage local, le pays pourrait créer des milliers d'emplois, stabiliser les revenus des agriculteurs et renforcer son autonomie. De même, la gestion transparente des mines d'or, en exigeant des contrats équitables et la publication des recettes, peut financer des écoles, des hôpitaux, des routes. Mais la prochaine étape, c'est de dépasser les frontières. Se battre seul, c'est rester vulnérable. L'avenir appartient à l'audace d'une union panafricaine. Imaginer une monnaie partagée, un passeport commun, une vraie solidarité régionale. S'unir pour ne plus subir. Regardons l'expérience de la CEDEAO. Malgré ses limites, cette organisation a permis la libre circulation des personnes et des biens, facilitant le commerce et les échanges culturels. Si demain les pays du Sahel créent une force militaire commune, mutualisent leurs universités ou lancent un fonds de développement régional, ils gagneront en poids face aux grandes puissances. Cette transformation ne repose pas sur un individu. Le mythe du sauveur solitaire est un piège ancien. Il n'existe pas de miracle, seule la discipline collective, la force d'un engagement partagé, permet de briser le cercle de la dépendance. Chaque citoyen compte, chacun est acteur et gardien du changement. Pour avancer, il faut multiplier les espaces de débat. Assemblées citoyennes dans les villages, plateformes numériques de contrôle budgétaire, comités de vigilance contre la corruption. L'exemple du Ghana, avec son Right to Information Act, montre qu'une société civile organisée peut exiger des comptes et protéger les acquis démocratiques. La vigilance populaire devient donc cruciale. L'histoire récente de l'Afrique regorge d'espérances déçues, de héros devenus démons, de rêves changés en cauchemars. Quand tout se joue sur une seule personne, le culte de la personnalité menace, la corruption et l'autoritarisme guettent, souvent avec plus de violence encore. La solution ? Refuser l'idolâtrie, exiger transparence et responsabilité. Se rappeler que la souveraineté ne se délègue pas, elle se vit à plusieurs, dans le refus collectif de la soumission, dans la construction partagée de l'avenir. Comment faire pour que cet élan ne soit pas qu'une parenthèse, mais un vrai tournant pour l'Afrique ? La question reste ouverte. Elle mesure l'ampleur du défi et la grandeur de l'espérance qui s'annonce. Mais ce chemin est semé d'embûches. L'histoire nous enseigne que chaque avancée majeure attire aussi des forces contraires,
prête à tout pour préserver l'ordre établi. Et si la véritable révolution ne commençait qu'après Ibrahim Traoré? Cette question heurte, mais elle est vitale. Car même si l'histoire retiendra son nom, c'est la réalité du peuple burkinabé qui écrira la suite, loin des projecteurs et des slogans. La jeunesse africaine ne doit pas oublier, aucun héros, si charismatique soit-il, ne peut porter indéfiniment les rêves de millions de personnes. Les grandes avancées ne durent que si elles deviennent institutions, lois, habitudes collectives capables de survivre aux tempêtes et aux ambitions personnelles. Voilà le piège des symboles. Le pouvoir d'incarnation est immense, mais il devient poison si l'on confond l'homme avec la cause. L'histoire de Thomas Sankara, fauché trop tôt, suffit à le rappeler. Le vrai risque aujourd'hui serait de voir une génération brûler son espoir sur un nom au lieu de bâtir des outils communs pour la justice, la souveraineté, la dignité. Le défi commence-t-il vraiment quand l'euphorie retombe? Une révolution n'a de sens que si elle débouche sur un nouveau contrat social, sur des institutions capables de défendre le bien commun, au-delà de la volonté d'un seul homme, d'un groupe ou d'un moment de ferveur. La force d'un peuple ne réside pas dans la pureté d'un chef, mais dans sa capacité à apprendre du passé et à inventer un avenir durable. Imaginez ce que deviendrait le rêve panafricain si chaque victoire populaire se transformait en loi visible, en école solide, en tribunaux incorruptibles, en organes de contrôle citoyen. Ce n'est qu'à ce prix que l'énergie collective ne sera pas récupérée ou trahie par les vieux démons du pouvoir ou du clientélisme. Le système compte plus que le héros. Se concentrer sur Traoré, c'est risquer de rejouer la désillusion qui a suivi tant de visages porteurs d'espoir. La maturité politique, c'est canaliser l'élan de rupture en culture du débat, du contrôle, de la transmission, pour que chaque génération n'ait plus à recommencer le combat à zéro. À la jeunesse, surtout, d'imposer ce changement de logique. Refuser l'idolâtrie, préférer la construction. Transformer la colère en pouvoir d'agir, la ferveur en institution solide. Se méfier des raccourcis, car l'histoire l'a déjà prouvé, l'homme fort, sans garde-fou, devient vite un danger public. Rien n'interdit de rêver à de nouveaux Sankara, à de nouveaux Traoré. Mais ce rêve sera vide si, ensemble, nous ne transformons pas l'exception en règle, l'élan en structure, l'émotion en méthode. La révolution de demain ne sera pas celle d'un homme, mais d'un peuple qui s'appartient enfin. C'est maintenant que tout commence. La question n'est plus « qui sauvera l'Afrique ?», mais comment l'Afrique se sauvera-t-elle elle-même, durablement, collectivement? Pour répondre à ce défi, chaque Burkinabé, chaque Africain doit se demander « Que puis-je faire à mon échelle pour bâtir des institutions solides? Comment puis-je lutter contre la corruption, participer à la vie locale, défendre l'équité dans l'école de mon quartier ?» Voici quelques pistes concrètes. Premièrement, s'engager dans les associations locales, les comités de quartier, les syndicats ou les groupes de jeunes. Ce sont ces structures qui veillent à la transparence des budgets, à la construction d'écoles, à la distribution équitable des aides sociales. Deuxièmement, exiger la publication régulière des contrats miniers, des comptes publics et la création de plateformes numériques où chaque citoyen peut suivre les dépenses de l'État. Des outils comme Budget au Nigeria ou I Paid a Bribe au Kenya ont fait la preuve de leur efficacité. Troisièmement, soutenir le développement de médias indépendants, d'organes de fact-checking et encourager la formation continue des journalistes. Une presse libre est un rempart contre les dérives du pouvoir et un allié de la société civile. Quatrièmement, investir dans l'éducation, la formation professionnelle et l'innovation. Les pays qui ont réussi leur transition, comme la Corée du Sud ou Singapour, ont misé sur la jeunesse, la science et l'ouverture sur le monde, tout en protégeant leurs valeurs. Cinquièmement, développer des coopératives agricoles, des micro-entreprises solidaires et des réseaux de commerce local. Cela permet de relocaliser la valeur ajoutée, de lutter contre la pauvreté et de renforcer la résilience face aux chocs extérieurs. Enfin, cultiver la mémoire et le débat. Organiser des rencontres intergénérationnelles, des forums citoyens, des journées commémoratives autour des figures de la résistance et de la justice. C'est ainsi que se transmettra l'esprit de Sankara, non comme un mythe figé, mais comme une source d'inspiration vivante. En somme, le vrai défi n'est pas de trouver un homme providentiel, mais de bâtir une société où chacun porte sa part de responsabilité. L'Afrique de demain sera ce que nous choisirons d'en faire, collectivement, patiemment, résolument. La boucle est bouclée. Et si au Burkina Faso, le séisme n'était pas le dernier coup d'État, mais la renaissance d'un rêve partagé qui ne demande qu'à devenir réalité? L'histoire est en marche. À nous d'en écrire la suite, ensemble et sans héros unique, mais avec des millions de mains